Bien, merci de l'invitation à ouvrir cette journée et puis de la conclure tout à l'heure avec un point de synthèse que j'essaierai de faire. Donc je suis effectivement Frédéric Aveuve, je suis consultant indépendant et dans ma biblio je m'étais jusqu'à présent spécialiste depuis plus de 20 ans des questions de numérique et j'ai changé dernièrement, j'ai mis près de 30 ans. Donc voilà, le temps passe et j'étais heureux en préparant cette journée de retrouver en fait cette image qui est en fait la première fois que j'ai utilisé un logiciel éducatif, c'était dans un centre d'aide par le travail où j'accompagnais des jeunes handicapés dans l'apprentissage ou le réapprentissage de la lecture. Et en fait, ce logiciel s'appelait Elmo Zero. Alors je ne sais pas si dans la salle, certains d'entre vous ont connu. Donc c'est un des premiers logiciels qui permettait de créer des petites activités en fait éducatives avec un ordinateur qu'il fallait recharger tous les jours, puisque c'était un MO5, avec les MO5, il n'y avait pas de disque dur. Voilà, 86, c'est la première expérience, et puis en 91, là, c'est le QEP que je rencontre, et avec un logiciel qui s'appelait Mac 5, Mac 6, Mac 5, Mac 6, Mac 4, qui en fait était aussi une révolution dans l'apprentissage des mathématiques aux adultes, qui m'ont fait comprendre que j'étais bon en maths, mais que je n'avais jamais rien compris en maths, et qu'il fallait prendre une autre approche qui était beaucoup plus active, on va dire, et puis ancrée dans ma vie de tous les jours, et j'ai découvert ce logiciel avec grand bonheur. Aujourd'hui, voilà à peu près les quelques logiciels que j'utilise. Donc, c'est pas exhaustif, hein, c'est en tout cas ce que moi j'utilise dans ma pratique au quotidien, donc j'en ai quelques-uns à proposer dans les journées qui vont suivre. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, c'est juste pour vous montrer qu'en fait on est passé d'une logique où on utilisait des logiciels existants donc, à une logique où on est amené en tant que formateur à produire ses propres ressources aussi. Et la question, je pense, sera débattue avec les présentations. Est-ce qu'il faut faire soi-même? Est-ce qu'il faut acheter sur étagère? Est-ce qu'il faut produire, etc. Mais enfin, en tout cas, on est aussi, en tant que formateur, dans cette posture de devoir produire, avoir une inventivité pédagogique et de produire du digital. Et c'est aujourd'hui une nécessité incontournable, selon moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 86 et qui explique en fait cette nécessité? Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais on a traversé déjà 4 générations de web à notre corps défendant. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien toujours vu les évolutions, mais en tout cas, je peux vous affirmer que ça a marqué des générations X, Y, Z hein, dont on parle, qui ont aujourd'hui été marquées radicalement par l'époque à laquelle ils étaient nés et le web auquel faisait référence cette époque. Donc on est passé d'un web finalement qui était un web classique de distribution d'informations, où on descendait de l'information à des gens qui la recevaient de manière passive, à très vite un web 2.0, c'est-à-dire un web communicant, dans lequel les internautes, les consommateurs, les apprenants, tout un chacun s'est emparé du web pour communiquer et apporter sa pierre à l'édifice, et puis de créer finalement du contenu, de la valeur ajoutée, hein, quand vous, par exemple, donnez un avis sur tel ou tel site, ou bientôt sur tel ou tel centre de formation, hein, puisque avec l'application du ministère du Travail, on va pouvoir noter les organismes après participation. Donc le Web 2.0 qui finalement fait que les gens parlent entre eux. Et donc forcément les métiers un peu du savoir ont été bousculés, puisque le savoir est partout, ça c'est un peu classique de le dire, mais surtout il est contributif. Et il se crée au fur et à mesure que les gens échangent sur le web. Et puis on arrive au web 3.0, au web sémantique, et bientôt au web 4, c'est-à-dire le web intelligent, où finalement la machine va aussi apprendre de vous, et donc être à votre service. Et donc évidemment, toute cette évolution-là ne peut pas laisser indifférent le monde de la formation, et d'une manière générale, tous les métiers un peu de la médiation, que ce soit le monde de la médecine, les avocats, et j'en passe, qui finalement sont bousculés avec l'arrivée, notamment dans les années à venir, du Web 4.0, qui fera que l'expertise, finalement, elle sera beaucoup plus dans les réseaux que dans les têtes des personnes, et donc ça remet en cause le métier, donc qui va devenir plus un métier d'accompagnement, finalement, et d'aide à la compréhension de ce qu'on va trouver sur le web. Voilà, alors, donc les générations X, Y, Z, hein, je ne vais pas vous le faire très long, mais donc radicalement marqué, je pense, effectivement, c'est qu'on repère les gens qui sont nés en fait avec le Web 2.0 par exemple, ou les gens qui sont nés avec le smartphone greffé au bout de la main, notamment les très jeunes générations, donc les générations Z.
Alors, donc, digitaliser, c'est plus un choix. Donc, si vous êtes là, j'imagine que vous avez compris l'enjeu qu'il y avait, hein. Donc, je dis ça parce qu'il y a quelques années, c'était un choix. Est-ce que je vais vers le numérique? Est-ce que j'y vais pas? Aujourd'hui, un organisme de formation ne peut pas ne pas y aller, puisque le numérique est venu jusqu'à lui. Pardon. Les universités, par exemple, faut pas être dupe, c'est les étudiants qui ont ramené les ordinateurs. C'est pas les profs, en fait. C'est le fait que les étudiants sont nés avec leur matériel qui fait que l'université a dû se mettre au numérique, c'est pas forcément par les acteurs eux-mêmes. Et donc, ça va être un peu pareil pour vous, si ce n'est déjà le cas. Donc, quelques points, en fait, qui sont à prendre en compte et qui me paraissent incontournables. Donc, les habitudes, en fait, culturelles qui vont avec le web et puis avec cette pratique du numérique dans la vie de tous les jours. D'abord, le fait qu'on accède à Internet avec un ordinateur qui est en fait un ordiphone, c'est-à-dire un ordinateur qui est dans la main. Et donc, évidemment, si on parle de digitalisation aujourd'hui, c'est bien cet aspect un peu digital des choses, hein, le fait qu'on va naviguer avec le doigt sur un écran tactile et de plus en plus sur un écran tactile, que ce soit l'écran de la tablette ou l'écran du smartphone. Et donc, ça pose la question, évidemment, de la place qu'on laisse à ces équipements mobiles, personnels, dans les salles de classe et dans les salles de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut acheter du matériel qui, de toute façon, est déjà obsolète le jour où il arrive dans les établissements, ou est-ce qu'il faut mieux utiliser le matériel que les apprenants ont dans leur poche, et donc qu'ils peuvent sortir à tout moment? J'accompagne les CFA, notamment, cette question-là est toujours un peu une question difficile, jusqu'où on laisse la place, par exemple, au smartphone dans les salles de classe. Mais en tout cas, on est obligé de prendre en compte cette dimension-là, et dans les applications que l'on va proposer, mettre en place, j'imagine que nos collègues ici, partenaires, en ont conscience, et je n'ai pas de doute là-dessus. Donc l'application mobile est évidemment une application incontournable. Le deuxième point, c'est la question du jeu. Alors, en fait, on joue beaucoup en France, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, plus si affinité, parfois trop sans doute, mais on est un pays de gamers, et le jeu est un ressort pédagogique. Aujourd'hui, les serious games, les escape games, les applications mobiles qui permettent d'être récompensées hein, quand on réussit un challenge, hein, qui peut être un challenge de 3 ou 4 minutes, en fait, on sait bien que le jeu est un ressort pédagogique qu'il faut utiliser, c'est incontournable à mon avis de le faire. Troisième habitude, le poids de la vidéo. Alors, aujourd'hui, je pense que la première académie de France et du monde, peut-être, c'est YouTube. Alors, qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on aime ou pas, aujourd'hui, ce jeune homme, donc, que certains d'entre vous connaissent, ou en tout cas les enfants de certains d'entre vous connaissent, donc, qui est Squeezie, qui est un YouTuber qui est le plus reconnu en termes d'audience en France, a 10 700 000 abonnés et puis 5 milliards de vues, si je ne m'abuse, sur l'année. Regardons l'audience de nos propres supports pédagogiques. Moi, j'ai un blog, quand j'ai 200 lectures, je suis content. Quand vos supports pédagogiques sont vus par 15 personnes dans une salle de classe, vous êtes peut-être heureux, mais on est petits bras à côté. Donc si aujourd'hui on ne prend pas en compte le fait que la vidéo est aussi un support majeur d'apprentissage, et le premier support, puisqu'on a tous été un jour utilisé un didacticiel en ligne pour une opération très courante de la vie professionnelle ou de la vie personnelle. Hier j'étais à l'hôtel par exemple, on avait une dame assez, on va dire, peut-être la retraite était pas loin, ou elle aurait déjà dû prendre sa retraite sans doute, vu son âge, mais on sentait bien qu'elle débutait dans le métier de réceptionniste à l'hôtel où j'étais, et elle ne savait pas remettre le rouleau en fait dans l'appareil à carte bleue. Et donc avec mon épouse, on a essayé de l'aider, et on lui a dit bah, on va aller voir sur internet. Donc elle est allée sur internet, et on a vu le tuto, et en 2 minutes on avait résolu le problème donc de mettre le papier dans cette fichue machine qui lui résistait et à nous avec. Donc voilà, donc on ne peut pas faire autrement, et donc on va utiliser ça aussi en formation, soit en allant créer nos propres vidéos, soit en allant regarder les vidéos de YouTube, soit aussi en mettant une surcouche pédagogique. Des logiciels comme H5P par exemple est un logiciel assez pertinent qui permet de mettre une surcouche pédagogique à une vidéo YouTube pour lui donner un sens pédagogique. Alors, ce qui va de pair aussi avec la culture du Web 2.0, c'est cette logique un peu du zapping, hein, de l'immédiateté, de la micro-tâche, le fait qu'on zappe de plus en plus, et plus on est jeune, sans doute, plus c'est le cas.
Et donc la nécessité aussi de réduire les temps de formation, en tout cas les empans de formation, les blocs de formation, pour faire plutôt des activités autour de 5-10 minutes. Aujourd'hui, on dit que 10 minutes, c'est à peu près le niveau d'attention que l'on peut attendre d'un auditoire. Donc j'ai dépassé mes 10 minutes, donc j'espère que je ne suis pas dans ce cadre-là. Et qu'il faut parfois changer de rythme aussi pour faire en sorte que les gens raccrochent à vous. Et donc cette culture-là nous oblige aussi à repenser les modèles pédagogiques qu'aujourd'hui, les calendriers, par exemple, dans des CFA ou des centres de formation, des journées complètes de formation, 3 heures, 4 heures, c'est très long. Pour un jeune, et une activité, une mono-activité, c'est très long, donc il faut diversifier les activités. Voilà. Et dernier point là-dessus, sur la question des habitudes culturelles, le poids du réseau, des réseaux sociaux, pour se former, pour s'auto-former, donc de plus en plus utilisés, pour être dans des logiques de groupes d'appartenance, de groupes d'apprenance, etc. Donc aussi, quelle place on va laisser aux réseaux sociaux dans nos centres de formation. Et puis aussi les réseaux sociaux pour se former et s'auto-former. Et la petite citation qui est là ne me concerne absolument pas. Mais c'était juste, j'avais pris cet extrait du livre de Dominique Pasquier sur l'Internet des familles modestes, qui est tout à fait intéressant, qui d'ailleurs remet un petit peu en perspective ce que l'on peut entendre sur la fracture numérique, sur le fait que les personnes faiblement qualifiées sont plus éloignées de la maîtrise digitale que d'autres, etc. Ce livre-là remet vraiment en perspective le fait que même quand on est, entre guillemets, dans des familles dites modestes, c'est-à-dire faible niveau de revenus et de qualification, on utilise aussi, et de manière tout à fait pertinente, Internet pour consommer mieux, pour s'informer, pour être aussi dans une relation presque d'égal à égal avec le monde du savoir, par exemple les médecins, le fait qu'on puisse aller voir sur des sites comme Doctissimo, ça remet un petit peu en perspective la posture qu'on a par rapport aux médecins et ainsi de suite. Et aussi en fait le fait de partager des petites maximes comme celle-là, et on voit souvent des réseaux des maximes comme celle-là, c'est aussi une manière de se dire et de dire qui on est, et ce que l'on pense au moment où on est. Et donc c'est une manière aussi de se réapproprier sa propre histoire, et je trouve qu'en termes d'auto-formation, le poids des réseaux est important de ce côté-là. Voilà, donc ça c'était le premier point sur finalement les enjeux liés aux habitudes culturelles. Le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est en fait on est un vrai problème d'inégalité par rapport au numérique, qui n'est pas simplement lié, comme je l'ai dit, aux catégories socio-professionnelles par exemple, ou au niveau de salaire, mais aussi peut-être à d'autres critères, et même y compris des personnes qualifiées peuvent être en difficulté par rapport à la maîtrise du numérique. Et donc dans nos offres de formation, au-delà même de ce pourquoi les gens viennent, on a aussi la mission d'accompagner la littératie numérique, c'est-à-dire la maîtrise de l'informatique, du numérique dans toutes ses composantes, c'est-à-dire y compris avec des composantes autour du regard critique que l'on peut avoir là-dessus, et puis du fait de maîtriser par exemple son identité, etc. Donc le fait qu'aujourd'hui, on a quand même un pourcentage non négligeable de nos contemporains qui disent être en difficulté, et un tiers d'entre eux qui abandonnent, c'est-à-dire les abandonnistes, ceux qui ont déjà renoncé à faire une démarche en ligne parce que justement elle était en ligne, et que l'on va trouver dans toutes les classes sociales, toutes les classes d'âge, etc. Et donc on a la vocation, la nécessité de travailler à l'augmentation des compétences numériques des personnes à qui on s'adresse. Donc développons ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire le fait de maîtriser à la fois les compétences, j'allais dire, de base à la maîtrise d'un ordinateur ou d'un smartphone, mais aussi des compétences plus avancées, c'est-à-dire les utiliser dans la vie professionnelle, la vie courante, et ainsi de suite, et puis aussi avoir un regard critique, responsable, et puis créatif. Donc les compétences du XXIe siècle aujourd'hui, elles sont autour de ces dimensions de la création, de la collaboration, de la mise en réseau et de l'auto-formation avec le numérique. Et donc on doit les accompagner. Troisième point, donc raison pour laquelle aujourd'hui il faut impérativement digitaliser, le fait que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, et de nouveaux entrants, ou alors des acteurs qui ont su transformer leur potentiel et leur offre. Donc les MOOC par exemple, qui sont une manière habile et agile de se former, qui vient parfois mettre en difficulté des organismes plus traditionnels.
Et il me semble qu'en fait, plutôt que de les regarder comme des concurrents ou des ennemis ou je ne sais quoi, faisons avec. C'est-à-dire, moi je rêve vraiment d'une offre qui mixerait des MOOC et des réponses de proximité. C'est-à-dire, en fait, on sait bien que les MOOC aujourd'hui, beaucoup de gens arrêtent, ne vont pas au bout, parce que c'est difficile de se former seul chez soi, de garder la motivation suffisamment longtemps, etc. Et je me dis, il y aurait sans doute à trouver des maillages en fait, intelligents entre les MOOC, dont on sait qu'ils ont la qualité pédagogique, des supports, des experts, etc. Et puis des réponses de proximité qui pourraient être proposées sur des temps, alors peut-être des temps auxquels on n'est pas forcément habitué, le soir, un 19h-20h par exemple, autour d'un chocolat ou mieux, pour discuter de ce qu'on avait fait dans le MOOC, etc. Je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà, et puis le dernier point qui est de digitaliser la formation pour en fait prendre en compte les évolutions aussi législatives. Hein, donc bien évidemment la réforme de la formation qui pour moi me semble être plutôt une opportunité et une chance qu'un risque de repenser les modèles et donc de repenser à la fois la granularisation des contenus, c'est-à-dire de retravailler sur les contenus de formation, et puis l'individualisation des parcours, qui est aujourd'hui une nécessité. Encore une fois, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on traîne cette idée de l'individualisation des parcours, sans vraiment y être arrivé. Là, on a vraiment l'opportunité, je pense, de le faire, et donc il faut profiter de cette occasion, et la loi donc, nous y incite, et va sans doute nous aider à le faire, en nous obligeant en fait à revoir l'organisation traditionnelle de la formation. Voilà, donc ça c'était les 4 raisons pour lesquelles, de mon point de vue, il est nécessaire et urgent de digitaliser. Alors maintenant sur le comment faire, je ne vais pas être très très long, mais en fait, quand je fais des formations ou des accompagnements, je prends toujours ce schéma-là, qui est très connu, hein, qui est en fait le schéma classique de la formation traditionnelle, qui se passe dans le même lieu, au même moment, et on fait la même chose, donc comme dans le théâtre classique, hein, unité de temps, de lieu et d'action. Et dès qu'on va toucher à l'un de ces critères, on va être dans une forme plus flexible, plus moderne, etc. Et en fait, il me semble que les outils, la première diapo avec les outils que j'avais mis un peu dans le désordre volontairement, et tout ce qu'on peut trouver sur le marché, donc il y en a énormément, et de bonne qualité, de moins bonne qualité, et qui naissent, qui disparaissent, et qui sont remplacés, qui sont absorbés, et qui sont gratuits, qui deviennent payants. Il y a plein de choses aussi comme ça à voir dans cette question-là. En fait, c'est intéressant, non pas tant de vouloir tous les maîtriser, tous les connaître, mais bien de savoir quel est le projet en fait, quel est votre projet. Et à partir de ce projet, qu'est-ce que vous allez retenir comme outil qui va être au service de votre projet. Alors quand je parle de projet, ça peut être un projet d'établissement, comme un projet d'un formateur ou d'un enseignant qui dit, moi finalement, dans ma pratique, ce que j'ai envie de bouger, c'est ça, et donc je vais bouger cet aspect-là des choses, et donc je vais utiliser pour ce faire des technologies qui vont permettre de le faire. Et donc ces 3 dimensions, là moi je les coupe, ça me permet de faire 5 familles. Je vais vous les passer rapidement en revue. La première famille, c'est la question des espaces de formation. Et en fait, alors il n'y a pas de représentants ici des chaises à roulettes, des petites tablettes, etc., du mobilier en fait. Il y a tout aussi une réflexion qui est en train de se mener autour de ces espaces un peu nouveaux de formation qu'on appelle des Learning Labs, hein, donc des salles de cours 3.0, qui en fait permettent de casser le modèle de la classe traditionnelle où on a un enseignant qui parle à des gens qui sont assis en face, donc, qui permettent de faire des aménagements différents, très flexibles. Donc on peut même bouger au cours d'une même séance l'aménagement de la pièce quand on est sur des mobiliers mobiles par exemple, hein, et qui ont un impact sur le modèle pédagogique. C'est-à-dire en fait le fait de changer le contexte change aussi le regard à la fois des apprenants et des formateurs sur ce qu'est un espace et un moment de formation déterminé. Donc je vous invite vraiment à aller voir du côté des Learning Labs, des expériences qui sont faites, et du mobilier qui permet d'être dans cette dynamique-là. Alors c'est pas toujours gagné, hein. Moi je me souviens, j'étais allé dans une salle où on avait des chaises à roulettes comme ça, donc moi non, j'utilisais vraiment les salles, donc le soir je laissais tout en désordre en fait, et le matin quand je revenais, quelqu'un, la nuit, avait remis les tables dans l'ordre, en fait. C'est-à-dire, ça devait être l'homme ou la femme de ménage qui se disait, mais on est dans un centre de formation, c'est juste pas possible, il faut que je remette les tables comme ça. Donc, elle remettait bien les tables
en face de moi, presque au cours d'eau. Et je me disais, voilà, c'est l'inconscient collectif de ce qu'est une salle de classe, en fait, c'était ça. Et on voit bien que ce n'est pas facile toujours de changer les modèles et les repères. Donc ça, c'est l'entrée sur l'immobilier, sur les espaces. La deuxième entrée, c'est de créer l'interactivité dans la salle de classe. Donc on va avoir WooClap tout à l'heure, hein, juste après. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est vraiment pour moi l'exemple type de ce que l'on peut faire quand on veut créer un peu dynamique. Alors c'est pas très difficile et c'est pas très perturbant pour un formateur en fait. Il n'a pas besoin de remettre en cause toute sa pédagogie de A jusqu'à Z pour intégrer des outils comme cela. Mais ça permet de mettre des temps de respiration dans la salle de classe, donc de créer l'interactivité. Je laisserai les collègues de WooClap détailler. Troisième entrée, c'est de proposer des activités différentes. Donc là, on commence vraiment à changer les activités. On va proposer des activités, et là, on a des outils qui permettent de faire alors, des serious games. Évidemment, quand on est dans un serious game, on n'est plus tout à fait dans la salle de classe traditionnelle, on est dans une autre dimension. Quand on crée un escape game, on va mettre les gens en défi collectif, individuel, etc., on est dans autre chose. Donc là, c'est tout ce qui permet de faire des activités différentes avec le numérique et avec les outils. Quatrième entrée, c'est de faire produire les apprenants. Alors ça, c'est une dimension qui est souvent presque occultée. Malheureusement, je pense qu'elle n'est pas assez développée. C'est en fait, je n'utilise pas le numérique pour faire des choses que je prépare pour mes apprenants, mais j'utilise le numérique pour faire produire les apprenants. Alors là, par exemple, on a des expériences d'utilisation, par exemple, de la vidéo. Je travaille avec un CFA dans la région de la métropole lilloise qui fait réaliser des tutos par les apprentis. Et en fait, en réalisant le tuto, ils redécouvrent le geste professionnel et ils font un tuto qu'ils vont déposer sur une chaîne YouTube qui est vue par des milliers de gens, j'espère pour eux, et qui donc les oblige à être dans une posture de création. Et bien sûr, quand ils créent la vidéo pour vous expliquer comment on vérifie qu'un mur est droit avec la règle 2, 3, 4, 5, ils ont les équipements de sécurité qui vont bien, les gestes et les postures qui vont bien, etc. Donc on n'est pas sur le bricolage, hein. On est bien sur quelque chose de professionnel. On a des exemples avec les réseaux sociaux, on a des exemples avec des outils comme Twitter, par exemple, Facebook, etc. Puis la dernière entrée, qui est sans doute la plus lourde à mettre en place, qui est vraiment là de travailler sur les temps et les lieux. Donc non pas les espaces en tant qu'espace de travail, mais où la formation va se passer. Et la formation va se passer en dehors de la salle de classe, elle va se passer dans d'autres espaces, d'autres lieux qu'il faut comment dire, intégrer dans le dispositif et dans l'ingénierie. Et donc on arrive à la multimodalité, c'est-à-dire au fait de dire finalement dans cette multimodalité, il y a 3 critères que l'on va prendre en compte, hein, la logique synchrone-asynchrone, la logique présentielle distancielle et la logique individuelle collective. Et finalement, ce que l'on fait de mieux en formation, la plupart du temps, c'est la case en haut à gauche, c'est-à-dire du présentiel synchrone collectif, autrement dit du face-à-face pédagogique. Et comment on va passer du face-à-face pédagogique à progressivement intégrer des modalités différentes qui vont être en partie à distance, en partie en asynchrone, c'est-à-dire en asynchrone, je travaille, le formateur et l'apprenant ne sont pas dans le même temps, hein, donc on va travailler par exemple, les classes inversées sont dans cette logique un petit peu d'asynchronie individuelle et collective, et puis les centres ressources, etc. Donc les 8 possibilités là, déjà si on arrive à faire des parcours à travers, avec ces 8 modalités, on a déjà fait avancer les affaires. Et là vous voyez qu'en fait, on n'est plus dans le même projet, autant les premiers, on était dans une logique de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire c'est le formateur qui peut-être va décider d'améliorer sa pratique, alors il peut être accompagné bien sûr par sa direction, mais c'est de sa responsabilité. Autant là, on sent bien qu'on bascule vers d'autres modèles. Les autres modèles, et là on n'est plus dans l'ingénierie pédagogique, on est dans l'ingénierie de formation, c'est-à-dire que là on va inventer des dispositifs nouveaux, et là on a besoin par exemple d'outils comme des plateformes de téléformation, LMS et compagnie. Et donc voilà, donc, avec cette graduation-là, je pense que chacun peut avoir du grain à moudre, si je puis dire, et peut-être le mieux, alors je ne sais pas quelle est votre posture ici, si vous êtes plutôt des formateurs, des enseignants ou des directeurs ou autres, mais je pense qu'on peut aussi amener vos collaborateurs ou vous-même à créer des projets à votre mesure, c'est-à-dire qu'en fait, un formateur qui n'a fait que du face-à-face et qui, avec plein de bonne volonté, dit « moi je veux digitaliser », c'est pas du jour au lendemain qu'il va faire des dispositifs multimodaux. Peut-être qu'il y a des étapes intermédiaires à franchir, de dire on va déjà peut-être travailler sur l'interactivité,
Et puis après, tu vas créer des petits outils, etc. Donc l'accompagner aussi sur le chemin du changement de manière progressive en respectant ce qu'il est et puis, j'allais dire, les valeurs qui l'animent et en lui expliquant que finalement la digitalisation, ce n'est pas la perte des valeurs, mais au contraire, la réaffirmation des valeurs du formateur qui est finalement le métier. C'est quoi? C'est j'accompagne des gens sur des chemins de vie. Je vous remercie.